Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique. Comme chaque dimanche matin, nous nous intéressons donc à un thème de société qui vous concerne. Aujourd'hui, nous parlons du monde du travail et d'un phénomène qui pourrait devenir l'un des maux de ce 21e siècle, le burn-out ou l'épuisement professionnel. Une personne sur 3 l'aurait déjà expérimenté en France, selon une enquête de la CFDT. Le burn-out touche tous les milieux professionnels, privés ou publics. Alors, comment détecter les signes avant-coureurs? Comment le soigner, éviter qu'il ne se reproduise? Pourquoi ce mal s'est-il développé ces dernières années? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec nos 4 invités. Anne-Claire Baudry, bonjour. Bonjour. Vous avez vécu un burn-out en 2014. Aujourd'hui, vous avez changé d'activité et vous dirigez une structure autour du bien-être. On en parlera dans cette émission. Grégory Hugues, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué du syndicat SGP Police, un secteur qui est fortement touché par l'épuisement, par le suicide aussi. Il en a d'ailleurs été question cette semaine au ministère de l'Intérieur. On en parlera également. Philippe Bonneau, bonjour. Vous êtes directeur de l'Association pour l'amélioration des conditions de travail en Limousin, une association paritaire qui fait de la formation notamment autour du burn-out. Enfin, docteur Johan Julie, vous êtes médecin du travail pour l'AIST, l'association interentreprise pour la santé au travail en Corrèze, et vous travaillez donc autour des risques psychosociaux. Merci à tous les 4 d'être avec nous sur ce plateau. Avant d'entamer la discussion, on va, si j'ose dire, entrer dans le vif du sujet avec le témoignage d'une personne qui subit en ce moment un épuisement professionnel, qui est en train d'en sortir. Elle nous raconte les étapes par lesquelles elle est passée. Elle a tenu à rester anonyme. Pascal Coucy et Nassuf Djelani l'ont rencontrée. Il a été très compliqué pour moi de dire que je faisais un burn-out. C'était une maladie honteuse. Parce que ça vient du psy. Moi, je ne conçois pas, je travaille dans l'humain, avec des humains, je ne conçois pas mon travail d'une autre façon qu'avec de la bienveillance, de l'empathie, du temps. Et on me reprochait un petit peu ce genre de choses, ce type de comportement. Donc là, tout doucement, le doute s'est insinué, un mal-être. J'allais au boulot plus avec la même envie, plus avec le même entrain. Je pleurais, pour un oui, pour un non. J'ai voulu faire, on va dire, la forte. Ça marche pas. Et à un moment, on ne peut plus faire la forte? Non. C'est dur d'avouer que on n'est pas si fort qu'on pensait, en fait. Bon, et ça c'est très dur et ça fait très mal. Vous ne le voyiez pas, finalement. C'est ça que je pense que je ne voulais pas le voir. Vous ne vouliez pas le voir. Et à un moment, quelqu'un vous l'a dit. C'est votre médecin. C'est mon médecin traitant. C'est devenu clair quand j'ai commencé à en discuter avec le médecin psychiatre. Mais il faut arriver à passer ce cap, à pouvoir discuter et éviter l'étape du suicide. Parce que des idées suicidaires, vous en avez. J'y ai pensé dans le sens où je me suis dit, ça va faire mal, ça va faire réfléchir, si je passe à l'acte, mon établissement, mes collègues. Ça aurait été con de le faire, parce qu'en fait, tes collègues de travail, ils n'en ont rien à foutre. Vous étiez victime et vous vous sentiez coupable, en fait. Ben oui. Et ça, vous avez réussi à le surmonter, quand même? Vous y voyez plus clair par rapport à ça? J'y vois plus clair. Et vous pensez que si vous étiez moins investi, vous auriez moins souffert? Ah oui, effectivement. C'est votre conscience professionnelle, finalement, quelque part, ouais. qui vous a rendu malade? Ah oui, elle n'était pas reconnue. Les gens qui vont vous entendre, qui sont au stade que vous nous décriviez tout à l'heure, qui sont très mal et qui n'ont pas conscience de ce qui leur arrive, vous leur diriez quoi? De s'écouter un peu plus. De ne pas attendre d'être tombé avant d'essayer de se relever. Quand on est tombé, c'est trop tard. Il faut se dire, là, c'est vrai, je ne vais pas bien. Parce que les autres nous le disent et que nous, on le reconnaisse, il y a un fossé.
Anne-Claire Baudry, je le disais tout à l'heure, vous avez expérimenté ça en 2014. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce témoignage ? Complètement, oui. Alors, moi, j'étais dans un domaine un peu particulier. J'étais masseur kinésie, donc j'ai une connaissance de mon corps et je sentais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais je consultais des ostéopathes, j'essayais de soigner mes douleurs et puis au final, je me suis rendu compte que c'était pas les douleurs qu'il fallait que je soigne. J'étais en train de m'enfoncer. Quand on a préparé cette émission, je vous ai appelé, vous m'avez parlé d'une phrase que vous a dit votre fille à ce moment-là. Un jour où je l'ai amenée à l'école, où j'allais pas, j'étais au plus mal, et en lui disant au revoir, et elle me dit, je lui dis mais tu me dis pas au revoir, et elle me dit de toute façon en ce moment t'es jamais heureuse. Ça résumait tout. Votre fille de 9 ans qui vous dit ça, ça vous a... Ah, c'est l'électrochoc. Là, on se dit il faut faire quelque chose, Donc j'ai continué, j'ai fait 100 mètres de plus et je suis allée consulter mon médecin traitant. Alors on a un médecin avec nous sur ce plateau, docteur Johan Julie, vous êtes médecin du travail, vous avez étudié ces questions. Quand cette dame qui n'a pas souhaité qu'on la reconnaisse, d'ailleurs ça veut dire des choses aussi, parle de maladies honteuses, vous constatez ça aussi au quotidien ? Alors je constate deux choses très différentes en fait. Je constate ceux qui viennent me voir en me disant « Docteur, je viens vous voir, je suis en burn-out » et qui souvent sont en souffrance au travail, mais ne sont pas forcément en burn-out. Et là, on pourrait détailler un peu la question. Et ceux qui sont vraiment en burn-out, qui effectivement sont souvent amenés par le mari, par la femme, par les proches. Parce qu'effectivement, alors, j'allais dire le vrai burn-out, il faut être méfiant dans la façon de parler. Parce qu'aujourd'hui, le burn-out n'a pas vraiment de définition très claire. Burn, ça veut dire brûler en anglais, donc ça veut dire qu'on se consume en fait, hein, c'est ça. Voilà, si vous voulez, c'est l'épuisement professionnel. Et souvent, j'insiste sur le mot épuisement, parce que qu'on soit... Alors, on peut tous être victime à un moment donné d'un stress au travail, d'un surmenage au travail, mais dans le mot épuisement, ça prend tout son sens. C'est qu'on a épuisé toutes nos ressources, toutes nos réserves, tous les moyens de défense que l'on avait pour essayer de faire face. On a tout épuisé, et là, on est en burn-out. Voilà. Donc, c'est cette petite notion quand même qui est importante parce que effectivement les vraies personnes en burn-out, d'abord ils ont du mal avec le diagnostic. Honnêtement, ils ont beaucoup de mal et ils l'entendent pas trop ce diagnostic effectivement. Et ils reviennent au travail ces gens-là ? Alors les vrais burn-out, très honnêtement, l'expérience que j'en ai, non. C'est trop tard. D'où l'intérêt d'agir en amont. Voilà, d'où l'intérêt de venir vous voir en disant je le suis même si on n'y est pas. Exactement. On peut faire quelque chose. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'être brûlé. Quand ça commence à chauffer, ça peut être intéressant. C'est pour ça que moi, je ne dis pas, quand les gens viennent me voir en me disant docteur, je suis en burn-out, je ne leur dis pas c'est pas vrai. Parce que vous ne les aidez pas. Je les écoute et je fais en sorte qu'ils ne tombent pas dans le burn-out. Philippe Bonneau, votre association œuvre pour l'amélioration des conditions de travail, hein, c'est son nom. Est-ce qu'en Limousin, il y a un développement de ce phénomène comme ailleurs, plus qu'ailleurs, de façon différente ? Je pense que le Limousin ne se caractérise pas des autres territoires. C'est la maladie du travail, parce que je crois qu'il faut aussi commencer à parler du travail, et que le burn-out, comme d'autres symptômes des risques psychosociaux, révèle que le vrai malade dans l'affaire, c'est le travail. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, dans les organisations de travail, qu'elles soient publiques ou privées, on ne parle plus du travail. On parle des résultats du travail. Et que comment donner du sens à son travail, et d'ailleurs je crois que le témoignage parle de bienveillance, parle de sens, on va dire, le diagnostic il est aussi posé, c'est comment on peut concéder dans une société comme la nôtre qu'à un moment donné on puisse envisager de perdre sa vie à la gagner. C'est juste impensable. Alors je crois que nous, au niveau de notre association, ce qu'on essaye de faire, c'est de rétablir dans les organisations sur ces sujets-là la question du dialogue autour du travail et pas de ses résultats. Et qu'on s'aperçoit qu'à partir du moment où on laisse aux gens l'occasion temporelle de pouvoir s'exprimer et construire le travail comme ils l'entendent par rapport à des objectifs qui sont fixés, mais qu'ils aient cette latitude-là, je pense qu'on peut éviter la propagation de ce désastre. Grégory Hugues, vous êtes syndicaliste dans la police, donc le burn-out, les risques de suicide, il en a été question cette semaine, il en est question en ce moment. C'est vraiment prégnant chez vous ? Alors c'est dans l'actualité, c'est dans le moment, mais c'est pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps, ça fait des mois et des années qu'on le dénonce. Moi, ce qui m'interpelle dans ce reportage, c'est que je connais pas cette personne, mais elle pourrait tout à fait être fonctionnaire de police, parce que c'est les mêmes problèmes, c'est la même symptomatique, c'est les mêmes origines, c'est la même souffrance. Et quand vous dites tout à l'heure, madame, ça me frappe aussi, parce que j'ai entendu cette phrase des enfants qui disent à leurs parents, mais tu n'es jamais heureuse. Ben nous, les enfants, ils disent à leur papa, à leur maman, tu n'es jamais là, tu es jamais heureux, tu es toujours absent.
est-ce que tu es mon papa? Est-ce que tu es ma maman? Tu n'es jamais là. Et c'est ça. Et ce que j'entends ici, je l'entends partout dans les commissariats de police, partout en France où je vais, il y a la même souffrance, il y a ce problème. Et quand on parle des enfants, c'est un lien important, c'est la famille. Nous, c'est ce qu'on dit pour nos policiers. Nous, on va les voir. Nous, on n'invente pas les solutions. On va vers les gens, on leur dit de quoi vous souffrez, qu'est-ce qui serait possible, qu'est-ce qui serait mieux pour vous, comment vous en sortir. Et ils nous disent tous, je veux retrouver ce lien avec la famille, je veux retrouver mon conjoint, je veux retrouver mes enfants. Et il faut rappeler que les policiers n'ont qu'un week-end sur 6 avec leur famille. Hein. C'est ça tout l'enjeu de la lutte aussi actuelle. Hein. Aujourd'hui, les policiers en France n'ont qu'un week-end sur 6. Ça fait réagir tout le monde sur ce plateau d'ailleurs. Hein. C'est tellement peu. Et ce qui surprend doublement, c'est qu'aujourd'hui, les policiers se battent pour avoir un cycle de travail différent qui leur permettrait d'avoir un week-end sur 2. Si vous dites à l'ensemble des Français, vous allez travailler un week-end sur 2, mais ils vont crier au scandale, ils vont manifester. Nous, ils vont sabrer le champagne, les policiers. C'est simple. Quand vous avez un week-end sur 6, vous ne faites pas les barbecues chez la belle-maman, vous n'emmenez pas vos enfants au théâtre, vous ne les emmenez pas au cinéma, vous n'allez pas au sport, vous êtes en repos, vous, le mercredi et le jeudi, ou le jeudi et le vendredi, quand les gens travaillent. Votre conjoint n'est pas à la maison, vous ne voyez plus votre conjoint, plus vos enfants. Gérard Collomb a reçu les responsables cette semaine autour de ces questions. Est-ce qu'il a des réponses à apporter? Est-ce que cette organisation, elle est faisable, elle est possible? Et qu'est-ce qu'on vous dit? J'aurais une double interprétation de tout ça. J'ai envie de dire, oui, on nous a reçus pour nous écouter, mais pourquoi aujourd'hui? On ne devrait pas être aujourd'hui à se dire, mais quels sont vos problèmes? Les problèmes, on les fait remonter depuis des années. Et les syndicats, tous les syndicats confondus, les connaissent, les solutions. C'est une reprise de la vie normale des policiers. Ils veulent avoir une vie sociale. Mais ça veut dire qu'il faut des recrutements? Ça veut dire qu'il faut changer l'organisation? Mais au-delà des recrutements, vous savez, qu'on soit 100 000 ou 200 000, si les conditions de travail ne sont pas au rendez-vous, ça ne va pas changer grand-chose. Il faut réformer en profondeur notre système policier, notre mode de fonctionnement. Il y a plein de choses à faire. Déjà, premièrement, réformer le système de management. C'est plus possible. C'est plus possible. On parlait de culture du résultat, M. Bonneau l'évoquait, c'est quelque chose qui vous parle? Nous, on appelle ça la politique du chiffre et la bâtonnite. Et celui qui vous dira que la politique du chiffre a disparu depuis Manuel Valls est un grand menteur. Permettez-moi de vous le dire, la politique du chiffre, elle est tous les jours sur les bureaux des policiers. On vit dans les statistiques et dans les chiffres. Je vais vous donner un exemple parlant. J'étais cette semaine au ministère de l'Intérieur, ce qu'on appelle nous la DRCPN, la Direction Centrale. On évoquait les problèmes de suicide et on nous a ressorti des statistiques. Les chiffres disaient que, oui, alors il y a moins de suicides chez les policiers français que chez les policiers espagnols. Vous parlez humain, on vous répond chiffres. On nous répond chiffres en permanence, comme si c'était une culture normale, un mode de fonctionnement. Et ça suffit. Docteur Julie, est-ce qu'il y a des profils psychologiques plus susceptibles d'être... On pense aux fonctionnaires qui ont une vocation quelque part par rapport à la santé, par rapport à la police, ou est-ce que finalement c'est plus compliqué que ça? Je pense que c'est plus compliqué que ça. Alors après, au départ, le burn-out a été décrit chez les soignants. Oui, le terme vient de là, d'ailleurs. Voilà, chez des soignants qui s'épuisaient au travail. Au jour d'aujourd'hui, on sait que tout ce qui est travail avec une forte charge émotionnelle, oui. Les policiers avec les conflits, etc., les soignants avec le contact avec la maladie sont pourvoyeurs, mais on peut tout à fait faire un burn-out dans un milieu complètement différent. L'agriculture, par exemple? Complètement. Moi, je crois, par contre, mais ça n'engage que moi, puisque le burn-out, j'insiste, est parfaitement défini. Moi, je crois qu'effectivement, il y a un profil plus susceptible à faire un burn-out. C'est les gens consciencieux, les gens hyper investis, les gens qui veulent bien faire, des gens qui, quand ils font mal, le vivent mal. Voilà. Qui ne se détachent pas suffisamment de ça? Pour se brûler. C'est brûler. Pour se brûler au travail, il faut y être corps et âme. C'est ceux-là qui font les burn-out les plus sévères. C'est ceux qui croient complètement. Donc, j'aurais tendance à dire, pour rassurer cette dame, c'est pas une maladie honteuse. Au contraire, c'est une maladie valorisante. Alors, faut pas pour ça que tout le monde se voit en burn-out, hein, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, les vrais burn-out que j'ai vus, c'est vraiment des gens qui se tuent à la tâche parce qu'ils veulent pas accepter de faire moins bien. Ils ne veulent pas accepter de faire moins et ils veulent tenir jusqu'à s'épuiser. Justement, Anne-Claire Baudry, aujourd'hui, vous en êtes sortie et vous en avez tiré quelque chose de cette expérience, si on peut dire? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, je pense exactement comme le docteur Julie. On est dans l'empathie, on est dans la bienveillance. Maintenant, je prends du recul. J'apprends des techniques pour pas absorber le mal des gens, mais c'est vrai qu'on est toujours dans cette empathie. On ne peut être à l'écoute des gens que si on est dans cette empathie. Il faut savoir mettre des limites. Quoi. Il y a presque 3 ans, est-ce qu'il y a encore des traces pour vous de ce choc? Je crois qu'on en garde. J'en garderai des traces à vie. Hein. J'ai des trous de mémoire qui reviennent pas. Alors, juste une petite précision, parce que dans la définition du burn-out, il y a une dimension
qui est quand même importante, qui est la dépersonnalisation. C'est-à-dire qu'au bout du bout, le terme final du burn-out, c'est des gens qui se mettent à être cyniques. C'est-à-dire c'est des gens qui commencent à ne plus avoir d'empathie. Et ça, c'est vraiment un signe. C'est un symptôme, ça. Ah oui, c'est un symptôme. Oui, parce que rappelons, le burn-out n'est pas un diagnostic. Hein. Oui. C'est un syndrome, donc c'est une association de symptômes. D'où la complexité aujourd'hui d'apporter une définition précise. Philippe Bonneau, on sait qu'en Limousin, il y a beaucoup de services publics. C'est une région qui est assez marquée qui se par ça. caractérise, oui. Voilà. Est-ce qu'il est moins touché que le privé ou pas Non. du tout? Non, parce que... Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a un malentendu de fond. Sur le monde du travail, mais c'est vraiment très caractéristique par contre du débat français autour du travail, c'est l'opposition qu'on veut faire vivre en permanence entre la sphère de l'emploi public et la sphère de l'emploi privé. Et qu'à partir du moment où on essaye de manager des entreprises du secteur public ou des organisations du secteur public sous des modalités qui s'appliquent dans le secteur privé, on arrive à des catastrophes. Je parle du travail, hein. Moi je n'ai pas d'autre avis que celui du travail. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, une entreprise a des enjeux. Ces enjeux, c'est conquérir des marchés, survivre pour ne pas mourir ou être absorbé. Quand on travaille dans un hôpital, dans un commissariat, dans un palais de justice, dans une école, on n'est pas là à assurer la survie d'une entreprise ou le chiffre d'affaires d'une entreprise. On est là à assumer des missions de service public en fonction d'objectifs politiques avec les moyens qui sont consentis. Si on pense le travail dans ces organisations sur ce mode de pensée, il est certain, je ne dis pas qu'on réglera tout, mais au moins par rapport à la culpabilisation qu'on fait régner au jour d'aujourd'hui dans le monde du travail sur l'emploi public, on aura déjà ça en moins à traiter. Dernier point sur lequel je veux insister, c'est l'importance dans les organisations du travail public ou privé du rôle de l'encadrement sur la prévention de ces risques-là. Et que de ce point de vue, là, je suis assez affirmatif, la France est très mal équipée en formation initiale et continue des futurs managers, c'est-à-dire des futurs encadrants, qui ont énormément de responsabilités, qui sont eux-mêmes exposés à des risques qui peuvent débouler sur du burn-out. Et qui manquent de formation, non ? Ah, mais c'est clair, on a beaucoup travaillé à l'ANACT et avec des ARACT sur cette question-là. Le corpus de formation initiale pour des futurs managers, en particulier dans la sphère de l'emploi public, c'est le parent pauvre des matières qui sont enseignées ou sur lesquelles on recrute les managers. Donc il y a un effort particulier à faire là-dessus. Alors on est vraiment dans un thème d'actualité. Hein. Il y a eu une étude cette semaine, Malakoff-Médéric, qui était publiée par le journal Le Parisien. Et elle établit que les arrêts maladie n'ont cessé d'augmenter entre 2010 et 2016, plus 7,5%. Alors, tout secteur confondu. Docteur Julie, ça vous surprend ce constat Non. Question rhétorique, mais non, pas du tout. Non, pas du tout, non. Tout ça est lié à une souffrance aussi. Tout ça est lié à une souffrance, tout ça est lié à une évolution du travail qui est... c'est un peu sociétal. Hein. Alors, on pourrait parler des facteurs de risque qui peuvent conduire au burn-out, puisque c'est là tout l'enjeu de l'avenir. Hein. C'est de ne pas attendre de traiter le burn-out, c'est de ne pas attendre la prévention tertiaire, mais plutôt d'intervenir en prévention primaire. On sait ce qui peut amener au burn-out, luttons contre les facteurs de risque. Donc... On sait que les soignants sont particulièrement touchés par ce syndrome. Il y a eu un rapport au mois de juin de l'Observatoire régional de santé. 10 à 15% des aides-soignants et infirmiers seraient touchés par un burn-out complet, dont on parlait tout à l'heure. Les députés ont voté cette semaine le rétablissement du jour de carence pour les fonctionnaires. Alors concrètement, ça veut dire que dans le public, le premier jour d'arrêt maladie n'est pas rémunéré. Est-ce que ça risque d'aggraver les choses ? Je me tourne vers vous, Grégory. Ça risque surtout de stigmatiser à nouveau les policiers. C'est-à-dire qu'on hésite à s'arrêter, quoi. Mais non, mais c'est ça, mais l'image que ça donne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le policier, il avait un traitement de faveur, donc il était plus malade que l'autre. C'est une façon aussi de dénigrer un peu ce malaise policier, c'est une façon de montrer du doigt, c'est pas la solution qu'on attend. On disait que tout à l'heure, pour nous, le début de la fin, c'était d'essayer de calquer le modèle privé dans le public. Vous le disiez justement tout à l'heure, on a une mission de service public. Comment quantifier le ressenti des gens sur le service public avec des chiffres ? C'est pas possible. On a transformé, nous, l'administration, le système, alors les gouvernements successifs, c'est pas une opinion politique, ils ont tous une part de responsabilité. On a transformé nos chefs de service en directeurs de centres commerciaux. C'est-à-dire que maintenant, ils ont des objectifs de rentabilité, il faut que ça rentre, il faut que ça sorte, il faut que ça aille vite. Mais ça, c'est pas possible. Dans le témoignage de cette dame tout à l'heure, elle disait qu'on lui reprochait d'avoir trop d'empathie, qu'elle était trop gentille. Ça me rappelle le dossier d'une collègue qui était en burn-out, qui recevait des gens à longueur de journée, à qui on disait « mais vous recevez les gens trop longtemps pour prendre les plaintes, il faut aller plus vite ». Mais elle disait « mais les gens sont en souffrance, ils sont dans l'attente d'une réponse, de la compassion, de l'écoute ».
On lui disait, mais non, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour que ça aille vite, parce qu'il y a une charte d'accueil du public qu'on a mis en place. Il faut que ça aille vite, les gens ne doivent pas attendre. Alors le service, il n'est pas au rendez-vous, mais il faut que les chiffres soient bons. Et nous, nos directeurs, nos commissaires, ils fonctionnent avec des chiffres, ils ont des curseurs de variabilité, d'ajustement. Et quand à la fin de l'année, tous les voyants sont en vert, eh bien la prime, elle tombe. C'est ça la vérité. La prime tombe. Mais pour que la prime tombe, il faut que les gens, les ouvriers, les petites fourmis qui sont en bas, que sont le CEA, donc les gradés, gardiens et adjoints de sécurité de la police, travaillent et donnent du chiffre. Quand vous dites, mais je suis fatigué, je ne peux plus, j'y arrive plus, le commissaire, il ne va pas se dire, oh, il n'est pas bien, il faut que je m'occupe de lui, le pauvre, il a des enfants, il a une famille, il se dit surtout, voilà, ça pour mes chiffres, c'est pas bon. Alors il vous laisse au travail. Il n'y a pas ce système d'empathie, de connaissance, il n'y a plus d'amour en fait. Voilà, il n'y a pas d'amour. Alors c'est bête ce que je vais dire. C'est Il n'y a pas pas bête, d'amour. non. Mais non, il n'y a pas ça, il n'y a plus ce visage humain. On est complètement détaché. Vous voyez, on fait une proposition qui est toute simple. Nous, on propose au niveau de notre syndicat Unité SGP Police que nos commissaires, avant de devenir commissaires et de diriger tout le monde, fassent un passage par la base. On propose que dans leur cursus, alors je ne veux pas leur enlever leur salaire, attention, je sais qu'ils sont sensibles à ça, ils pourraient avoir leur salaire de commissaire dès le départ, mais partager, je ne sais pas, quelques mois, 1 an, 2 ans, dans les différents grades avant d'y arriver. Et ça, je peux vous dire que ça marche, parce qu'on a un exemple concret. Je ne citerai pas de nom, mais un commissaire de Corrèze, qui est passé, lui, par les différents grades, est arrivé il y a quelques mois sur son poste, et tout le monde, pour l'instant, s'accorde à dire qu'il a un visage humain, il a une compréhension, son travail différemment. il appréhende, et quand il nous parle, on a l'impression de travailler un collègue de travail qui a des responsabilités, qui a son rôle hiérarchique, mais un vrai policier. C'est ça qu'on veut retrouver. Oui. Juste sur les jours de carence, Oui. en tant que préventeur, je ne peux qu'alerter. Pareil. Oui. Parce que si vous avez quelqu'un qui a un syndrome grippal, Oui. à qui, au motif qu'on va supprimer le jour de carence, va faire l'effort en état grippal de venir... On rappelle que dans le sur- privé, c'est 3 jours, Oui. pour information. il va gentiment contaminer tout le collectif, Ouais. et là, c'est plus tout les le jours monde de en pâtira. carence. Voilà, Et ça ça c'est coûtera le plus premier cher. point. Et le deuxième point, je pense qu'il faut s'attarder sur la raison pour laquelle les gens s'absentent. Et je reprends ce que disait le docteur Julie, c'est qu'à un moment donné, il faut recharger ses ressources pour lutter contre des syndromes comme celui du burn-out, et qu'à un moment donné, si je viens au travail, alors que je ne suis pas en état psychologique pour travailler, c'est le collectif qui va, à un moment donné, devoir prendre en charge mon mal-être. Et on n'est pas dans une solution préventive. Alors, on va tenter, d'amorcer, parce qu'il nous reste 6 minutes, d'amorcer des pistes de solutions aussi, parce qu'on est dans le constat, mais on va essayer de parler d'avenir. Vous parliez d'amour tout à l'heure. Il y a une citation d'un psychanalyste qui est souvent très clairvoyant, qui s'appelle Boris Cyrulnik, et qui dit « Le burn-out révèle à quel point notre société surinvestit le travail et désinvestit les relations humaines et affectives ». Anne-Claire Baudry, vous êtes dans le soin aujourd'hui, vous êtes dans le bien-être. C'est pas innocent de vous être lancé dans ce secteur-là, évidemment. Non, c'est pas innocent, et c'était l'envie de pouvoir apporter à des gens, alors en burn-out pas forcément, mais avant, des gens qui ressentaient le besoin de les entourer, de leur offrir une bulle pour souffler, pour s'occuper d'eux. Et ils ne s'occupent pas assez d'eux. Souvent, on ne s'occupe pas oui, on s'en occupe pas. Philippe Bonneau, certaines entreprises, elles tentent d'améliorer tout ça. On pense à des massages, de la sophrologie, des choses ludiques sur le lieu de travail. Alors, c'est de l'alibi tout ça, ou c'est une bonne chose ? Je suis très, très précautionneux et méfiant. Je pense qu'un individu a le droit à avoir une vie professionnelle et une vie privée assez séparées, de manière à ce que justement il puisse recharger ses batteries et que l'un et l'autre lui permettent une construction équilibrée. Le fait de faire intervenir sur le lieu de travail et pendant le lieu de travail un certain nombre de prestataires de ce type-là, si l'ensemble des salariés est d'accord et si tout le monde est d'accord pour penser que ça va aller mieux, j'y vois pas d'inconvénient de mon point de vue. Ce que j'aimerais autant, c'est que le travail ne génère pas à un moment donné des situations suffisamment pénibles qu'il faille faire intervenir des professionnels sur le lieu de travail pour le faire. Ouais. Je reviens juste sur la citation de Cyrulnik. Je pense que c'est le surinvestissement sur les résultats du travail. Oui, pas sur le travail lui-même. Je reste persuadé que le travail est un facteur de développement de la santé humaine au sens de la définition de l'OMS dans son préambule de 47. Et donc un certain épanouissement ? Complètement. D'accord. Docteur Julie, vous partagez ce constat ? On sait que pour le président Macron, c'est une valeur importante, le travail. Ce n'est pas un malheur, il l'a dit, c'est la capacité à trouver sa place dans la société. Est-ce qu'on peut dire ça, ou ça vous paraît peut-être... Non, ça me paraît être une évidence. Ouais. Mais le travail, c'est bien. La question, c'est comment on travaille. Ouais. Et bon, je citerai Christophe Dejour, qui a beaucoup travaillé sur les psychosociaux et sur le burn-out, qui est pour moi une des plus grandes références. Pour lui, et je partage vraiment complètement son avis, au jour d'aujourd'hui, une des principales causes du burn-out et donc des risques psychosociaux, c'est la perte du soutien, voilà, les rapports sociaux.
Notre société d'aujourd'hui, on a complètement perdu le soutien des collègues, donc ce qu'on appelle les soutiens transversaux. Donc avant, quand on avait un problème, on allait voir le collègue et le collègue avait tendance à venir vous donner un coup de main. Aujourd'hui, votre collègue, il ne faut pas lui montrer votre faiblesse parce que c'est presque devenu votre concurrent. Et avant, quand vous avez un problème, vous allez voir votre chef. Et si votre collègue n'avait pas, vous allez voir le chef et le chef vous aider. On va trouver une solution. Aujourd'hui, si vous allez voir votre chef, il va vous dire c'est pas mon problème. Moi, j'ai des objectifs, tu fais ton objectif. Alors, je caricature un peu, mais Christophe Jour le fait bien mieux que moi. Mais effectivement, je pense que dans un travail, si vous êtes soutenu, vous êtes capable, physiquement, psychologiquement, d'affronter des montagnes. Par contre, quand vous n'êtes pas soutenu, quand vous êtes seul, l'homme est un animal qui a besoin de vivre en collectivité. Notre société aujourd'hui prime l'individualisme à outrance. Dans les grandes écoles, partout, c'est des concours. Et aujourd'hui, on a créé une société qui n'est pas adaptée à la santé physique, psychologique de l'être humain. Et le burn-out va aller, à mon avis, de mal en pis, tant qu'on va continuer à détruire les collectifs de travail, tant qu'on ne va pas revenir sur les rapports sociaux, tant qu'on ne va pas remettre le chef comme un soutien et pas comme un donneur d'ordre, tant qu'on va continuer à faire une différence entre travail prescrit et travail réel, tant qu'on ne changera pas de façon de faire, ça va s'aggraver. Anne-Claire Baudry, j'imagine quelqu'un qui nous regarde en ce moment, qui se dit, voilà, qui est en situation de fragilité. Qu'est-ce que vous lui diriez? N'hésitez pas à consulter, à demander de l'aide. Surtout, oui, surtout parler. Et surtout, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Moi, j'ai pas honte d'en parler. Je connais le mécanisme et il faut surtout parler et surtout aller consulter avant l'installation d'un vrai burn-out parce que je connais des gens qui s'en sortent pas. Donc c'est toujours le dialogue et s'exprimer. Il nous reste assez peu de temps. Philippe Bonneau, je me tourne vers vous pour ce qui est de... Si on dézoome un peu, si on sort de la France, si on regarde les pays européens par exemple, est-ce qu'ils sont concernés par ce problème-là? Est-ce qu'ils le gèrent comme nous? Alors, savoir s'ils le gèrent comme nous, je peux pas vous répondre. Savoir s'ils sont concernés, oui, parce que je crois que c'est un mal de société qui est lié au travail et à ce chiffrage absolu du travail. La dictature du chiffre, c'est quelque chose qui existe dans le monde du travail et je pense que nos politiques feraient bien aussi de bien différencier ce qui relève des politiques de l'emploi des politiques du travail. Quand on parle du travail, on parle d'une activité humaine et elle n'est pas forcément rémunérée. Grégory, Hugues, je vous laisse le mot de la fin. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez concrètement pour que ça aille mieux dans votre secteur? On attend, nous, une vraie prise de conscience. Les belles promesses, ça suffit. Ça suffit. Il faut une vraie prise de conscience. On veut pas accuser les gens, on ne veut pas les pointer du doigt, on ne veut pas rechercher les responsabilités. Aujourd'hui, on n'en est pas là parce que beaucoup ne cherchent pas à apporter de solution parce que de peur de devoir dire mais le problème existe et j'ai ma part de responsabilité. Il faut passer au-dessus de ça, il faut être plus intelligent parce qu'aujourd'hui, toutes les semaines, on a un policier qui se met le pistolet dans la bouche et qui se tire une balle et qui s'explose la tête. C'est ça la vérité, qui laisse derrière lui une femme et des enfants et des collègues endeuillés et des familles. Il faut regarder devant, il faut dire voilà, on en est là aujourd'hui, on fait un bilan. Puisqu'après tout, on est dans un système politique aujourd'hui où on a des nouveaux arrivants. On veut faire autre chose, on veut changer. C'est l'occasion. C'est l'occasion de le faire. Trouvons des solutions, oublions, faisons table rase du passé et avançons, sauvons des vies, sauvons des familles. Merci et beaucoup. redonnons une vraie sécurité aux Français en même temps. Ce sera le mot de la fin. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet. Dans un instant, le point sur l'actu en Limousin avec Christophe Baudin. La semaine prochaine, vous retrouverez une formule Club de la Presse pour cette émission avec nos confrères des médias locaux. Nous reviendrons sur l'actualité de ces dernières semaines en Limousin. Très bon dimanche à tous sur France 3.